je pense qu'on va tout de suite passer la parole au docteur Moussa Seck, parce que je pense déjà qu'il y a beaucoup de questions, en tout cas, qui vont être inspirées par la réflexion de Dr. Je sais que vous avez la parole. Merci, Gaël. Permettez-moi d'abord de remercier le président Gadio pour sa brillante prestation, comme il a l'habitude de nous offrir. Mais, et surtout, l'invitation que vous avez faite et votre présence massive, j'ai été surtout frappé par la présence des enfants, comme si ils voulaient participer à quelque chose d'historique, à écouter un leader qu'ils connaîtront demain, et aussi à écouter ce que l'Afrique leur réserve. Mais en revenant au président Gadio, j'ai aussi l'insigne honneur de rapporter une petite histoire. En octobre dernier, nous avons été invités par l'université de Temple University, en compagnie de la fille de Kwame Nkrumah. Parce que le président Kwame Nkrumah avait reçu à Temple University le grand message et le grand symbole de panafricanisme. Donc, il avait reçu le flambeau du panafricanisme dans les années 50. Et on est retourné à Temple, Samia et moi, pour accompagner Cheikh Tidiane Gadio pour recevoir le même flambeau panafricain. Vous savez, les faits sont têtus. Et d'autant que l'histoire se répète, bien qu'elle paye. Mais ce ne sont que des signes. Ce soir-là, nous avons été reçus par une communauté nord-américaine, habillée comme il devait être. Et ce soir-là, nous avons écouté Cheikh Gadio nous parler de sa fille panafricaine. Il fallait être là. Et effectivement, un destin et une mission peuvent se rencontrer en une seule personne. Aujourd'hui, c'est à travers l'Afrique que nous recevons des messages sur le fait qu'il est le leader incontesté du panafricanisme d'aujourd'hui. Où sont passés Nkrumah? Il est parti. Où sont les autres? Ils sont tous partis. Et il n'y a que lui qui tient le flambeau. Attention, tout à l'heure, dans ses propos liminaires, il avait bien dit qu'il était à la base de ce sommet de 2007 sur le débat sur le gouvernement de l'Union. Moi, j'étais là-bas. Le débat sur le gouvernement de l'Union. À midi, la RFI et la BBC avaient déjà déclaré que c'était un échec. Que le sommet était un échec. Donc, on ne peut pas aller vers l'Union. Il a fallu débattre très dur le soir, jusqu'au soir, pour qu'au moins on sorte de la salle avec un minimum de compromis. Et de ce compromis, on va se rencontrer pour en discuter parce qu'on était prêts à casser l'Afrique en deux parties. Ceux qui étaient d'accord pour aller à l'Union et ceux qui n'étaient pas d'accord pour aller à l'Union. C'est historique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons un soubresaut. La Chine est venue en force en Afrique et s'implanter. Et ceci était visible depuis le jour où les Chinois avaient déjà dit dans toute la presse mondiale qu'ils étaient originaires d'Afrique. Nous, ça nous a inquiétés. Parce qu'un Chinois qui dit moi je suis originaire d'Afrique, mais mes racines sont africaines, alors ça voulait dire beaucoup de choses. Et effectivement, ça dit beaucoup de choses. La Chine aujourd'hui a supplanté les Français en Afrique. Ah oui, le premier partenaire commercial africain, c'est aujourd'hui la Chine. Mais ils sont en train de faire beaucoup plus que cela. C'est-à-dire qu'ils sont en train de montrer que la France n'était pas capable en fait de venir à soutenir l'Afrique convenablement. Quand la Chine mettait des centaines de milliards, la France n'était que quelques centaines de millions. Vous voyez, ce n'est pas pour dire que la France ne joue plus le jeu,
ou bien qu'on n'est plus avec la France. On est avec la France, parce que nous avons des liens historiques avec la France. Mais c'est pour dire simplement que la Chine est en train de se présenter comme le véritable candidat, en tout cas à la succession de ce monde-là. Mais ceci va pousser les Français à reconnaître l'urgente nécessité d'aller vers l'Union. Nous sommes en train de travailler sur ce document-là au niveau québécois. Les Français pensent qu'il faut aller à l'Union de l'Afrique. Parce que c'est le seul moyen de barrer la route aux Chinois. Quand on va donner à l'Afrique ses pleins pouvoirs, de pouvoir diriger et de maîtriser son destin. Vous voyez, parce que les Français justement et les Anglais ne veulent pas être remplacés par qui que ce soit. Ils veulent seulement être remplacés que par les Africains en Afrique. Ça, c'est un débat à suivre. Je voudrais simplement aussi dire que, pour appuyer la thèse du président Gadio, le rôle de la diaspora est fondamental. Nous avons été des étudiants ici aux États-Unis, ou bien à Ottawa, ou bien à Montréal. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui en Afrique, c'est le transfert. Le transfert. Avant, les immigrés italiens amenaient au Sénégal des habits, des petits cadeaux à la petite famille. On leur a dit non, c'est pas de cela que nous avons besoin. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin des machines. Des machines-outils. C'est-à-dire qu'il y a eu les voitures qu'on appelait encore les venants de France, ces voitures-là. Arrêtez-nous, ces voitures-là, mais amenez-nous des machines-outils pour fabriquer des bouteilles, pour fabriquer des verres, etc. Nous avons besoin de cette technologie pour faire avancer l'Afrique. Et je pense que ce rôle-là, en tant qu'immigré, en tant que Canadien même, vous avez ce devoir de transférer des compétences, et surtout. Je voudrais seulement aussi appuyer, comment dirais-je encore, la thèse du président Gadio sur les ethnies, sur la religion. Je fais partie d'une famille où il y a des chrétiens à gauche, des chrétiens, des musulmans à droite, etc. Mon fils s'est marié à une chrétienne, ma soeur s'est mariée à un chrétien, donc, etc. C'est compliqué. Et nous avons comment dire, un oncle qui est entre les deux. Tantôt il est musulman et tantôt il est chrétien. Alors, il parle de Monseigneur Tchandou. Monseigneur Tchandou, c'est mon oncle, parce que nous sommes Safin, nous sommes Sérères Safin. Et chez les Safin, on fait comme les Égyptiens. Donc, les cimetières, c'est les cimetières familiales. C'est-à-dire chacun enterre à côté de la maison. Alors, quand on est chrétien, donc on est enterré dans ce cimetière. Quand on est musulman, on est enterré aussi dans ce cimetière. Parce que ce qui est important, c'est la famille. Et c'est ça qui nous a sauvés un peu. Donc, pour revenir à Montréal, je vais bientôt rentrer dans le débat. Pour venir à cette conférence, nous avons tout fait chèrement. Moi, j'étais invité à faire une conférence hier à l'université de Thiès. Et tout le monde nous attendait. Alors j'ai inventé toutes sortes de maladies. Mais s'ils savent que je suis venu aujourd'hui, ça y est. In fine, pour démarrer la conférence, le PIB du Sénégal est très faible. Il tourne autour de 2,6%. Mais c'est parce que, justement, la Casamance est en guerre. C'est-à-dire que la Casamance qui devait apporter un plus à ce pays ne l'apporte plus. Au contraire, on en dépense pour la Casamance et en Casamance. Vous voyez? Mais aussi, et surtout, le PIB du Sénégal est en train de chuter parce que la moyenne des PIB dans notre région UEMOA, ça tourne entre 5 et 6%. Et il y a des pays qui sont à des pics de taux de croissance, de 9%, 10%. Alors le Sénégal est à 2,6%. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Exactement, c'est faux. Parce que si vous allez au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, et vous venez au Sénégal actuellement, ça bouge au Sénégal. Même si on sent un peu la crise, ça bouge. Vous regardez derrière Dakar, c'est des constructions à n'en plus finir. Mais parce que les Sénégalais ne passent plus par le système où ils peuvent être contrôlés. À cause de quoi? À cause de la CREI. La CREI, c'est ce fameux, comment dire encore, groupe
hein, qui va traquer maintenant les biens illicites, etc. Mais alors que si les Sénégalais, on le traque le bien, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont cacher le bien. Et quand en cachant le bien, qu'est-ce qui se passe? On ne sera pas capable de les inclure dans le modèle de calcul du PIB. Et comment se fait-il? Parce que simplement aujourd'hui, cela va baisser effectivement le PIB du Sénégal. Donc au lieu de 6%, de 7%, le Sénégal est à 2% parce que simplement on a mal calculé. Anyway, donc ça ce sont des considérations qui permettent en tout cas de dire que la Casamance est une région du Sénégal et qu'il faut faire vite. Il faut faire très vite. Et ça n'a que trop duré. Le fait que le conflit de la Casamance ait duré plus de 32 ans, ça c'est anormal. Et il a bien raison. Si nous sentons que la Casamance est un pays, c'est-à-dire est un terroir du Sénégal, il faudrait qu'on s'implique, que tous les Sénégalais s'impliquent. Parce qu'ils souffrent. Je vais commencer par là où il a terminé. C'est-à-dire la petite conférence que nous allons faire tout à l'heure sur l'Afrique. Si aujourd'hui nous traînons, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Parce que ça, c'était le grand boulot qu'avait fait effectivement une certaine intelligentsia. Reprenons un peu Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a dit que ce que vous voyez en Égypte, cette belle civilisation, cette grande civilisation, c'était la nôtre. C'était nos ancêtres de même sang, c'est-à-dire le sang qui coule dans les veines de tout un monde, le sang qui coule dans les veines de Ramsès sont exactement le même sang qui coule dans vos veines et dans les miennes. Et personne ne pouvait le croire, parce que l'état actuel, hein, quelques milliers d'années après, quelques centaines d'années après, l'état actuel de l'Afrique ne pouvait pas mériter, hein, ne pouvait pas mériter de concevoir cette belle civilisation. Mais ils ne se rendent pas compte que Pythagore, le théorème de Pythagore, hein, est le théorème qui a fait les pyramides. Et ces théorèmes ont été faits 3000 ans avant Pythagore. Et pourquoi aujourd'hui devons-nous dire que Pythagore, le grec, était effectivement le concepteur de ces théorèmes? Un jour, un Syrien m'a dit, et Moussa, il paraît que les pyramides ont été construites par des ingénieurs syriens. Alors on m'a répliqué, ne suffit pas tarder. Pourquoi alors en Syrie on n'a pas de pyramides? Alors, donc, il faudrait qu'on retrouve l'histoire. Parce que vous avez entendu certainement parler de Euclide. Vous avez entendu parler de Ptolémée. Mais c'est des Égyptiens d'Alexandrie, noirs comme vous et moi. Donc toute cette belle civilisation qui a été construite, mais c'était construite sur quelque chose d'anormal. Et quelle était la chose anormale, justement? Vous savez, des pyramides avec des pierres de 5 tonnes, pour les pousser, hein, à 50 à 60 mètres, devaient se faire par des hommes. Mais il faut bien entendu qu'on soit d'accord, ces hommes n'étaient pas libres. Ces hommes étaient esclaves. Et ça a duré pendant 4 siècles. Maintenant, nous avons payé. C'est le temps de l'Afrique. Et c'est pourquoi Cheikh Anta disait, la renaissance africaine, c'est le moment où nous serons capables, nous-mêmes, nos fils, nos petits-fils, nos enfants, capables de rééditer l'exploit égyptien, capables de faire ce qu'ils ont fait, mais surtout capables de concevoir et de montrer, d'exhiber le génie africain. Parce que ce génie africain, il a existé. Et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que nous sommes véritablement dans la phase de la renaissance africaine? Je vais me mettre là-bas. Oh, un micro. Pourquoi pas le micro? Je vais effectivement, comme vous avez vu tout ça, je vais la mettre en face.
choisi donc, de vous présenter aujourd'hui ce thème Demain l'Afrique, c'est parce qu'il y a environ un an, j'avais fait la même conférence à l'Université de Gaston Berger, c'était une conférence annuelle, où il y avait les membres de l'Académie africaine. De l'Académie africaine. Voilà, merci. Donc je pense que cela est beaucoup meilleur. Donc, il y a un an, je faisais cette conférence à l'Université de Gaston Berger de Saint-Louis. C'était leur conférence annuelle. Et ils avaient invité les membres de l'Académie des sciences d'Afrique. Ils étaient tous là. Les recteurs des universités du Sénégal étaient tous là. Donc, ce jour-là, je devais leur montrer un peu, effectivement, les lois que nous avions découvertes, les lois de la Terre. Mais, avant de commencer le débat, je voudrais vous lire quelque chose. Quelque chose qu'on avait écrit sur Newton, Isaac Newton. Parce que c'est ça, justement, nous ne devons plus nous amuser à aller vers, par exemple, la science du domaine public. Cette science de la Terre, nous devons nous intéresser au fondamental, c'est-à-dire à la science fondamentale. La science que Newton, la science que Galilée, la science que Tycho Brahe, Isaac Newton, Jonas Kepler, Nicolaï Copernic, c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que si nous devons aller vers la Renaissance africaine, de montrer que c'était nous, effectivement, l'Égypte, de montrer ce que Cheikh Anta avait prouvé, c'est vers là que nous devons aller. Alors, Isaac Newton fait partie des scientifiques les plus célèbres de notre époque. Il était brillant, il était spécial. Nous sommes allés l'étudier. Et ce qui m'a plu dans un de ses ouvrages, c'est ce que je vais vous lire. Il dit à un grand chercheur, pardonnez-moi mon impudeur et ma vanité, mais la plus grande fierté de ma vie, l'acte pour lequel j'abandonnerai toute ma contribution à la science, c'est un grand savant qui parle, c'est d'avoir sauvé Sir Isaac de ses démons. C'est de l'avoir obligé à publier, quitte à me ruiner. Ce livre qui a bouleversé le monde, Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Que m'importe à moi si c'est en voyant une pomme tomber à terre, comme lui-même aimait à le raconter, qu'il découvrit la loi universelle. Que m'importe à moi qu'il eût puisé dans d'autres grands savants les pièces qui constituèrent l'immensité de son œuvre. Que m'importe tout cela. La petite idée qui, depuis l'enterrement, trotte dans la tête de Voltaire, commence à grandir, raconter à la manière dont Plutarque avait écrit Celle des grands hommes, la vie de ces hommes qui avaient bâti le ciel, non comme ils devaient être, mais comme ils étaient, les Copernic, les Kepler, les Galilée, les Newton. C'est pas beau. C'est eux maintenant qui ont fait aujourd'hui, qui nous ont permis de voler, qui nous ont permis de savoir que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Mais si nous ne nous intéressons pas à ça, vous savez, le danger, c'est qu'on n'aurait pas pu montrer à l'humanité la particularité africaine. Parce que la découverte est fortement liée à son environnement, à la question qu'on se pose de son environnement. Si donc on est américain, on va se poser des questions pour résoudre les problèmes qui tournent autour des Américains. Voilà pourquoi les Américains ont pu découvrir, les Canadiens ont pu découvrir de ces thèmes de recherche et aussi de ces résultats. Mais il y a tellement de choses que l'Afrique aurait pu découvrir
Parce que ces problèmes-là ne se posent qu'en Afrique. Donc, nous avons fait des découvertes. Et à la fin, on s'est dit, personne d'autre ne pouvait faire ces découvertes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas africains. Et que ces découvertes ne se font pas pour augmenter notre puissance, mais ça se fait surtout pour contribuer au développement humain. Et de grâce, laisser l'Afrique s'exprimer. Et c'est cela que nous allons faire tout à l'heure. Diapositive. Les résultats que vous allez avoir, c'est des résultats inédits, parce qu'ils ne sont pas encore publiés. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai lu ça. Ainsi. Mais on ne va pas faire des recherches, allez-y, pour le plaisir de faire des recherches. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur Terre. Nous produisons 7 milliards de tonnes. Je prends seulement l'exemple de l'agriculture. Un jour, on parlera de l'exemple des mines. Un autre jour, nous prenons l'exemple, de l'énergie. Mais là, je prends l'exemple seulement de l'agriculture. Ce qui est important, ce n'est pas l'agriculture, mais c'est le fond de la pensée. Alors, si nous sommes 7 milliards d'individus, et nous produisons 7 milliards de tonnes, et nous sommes en paix alimentaire, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut une tonne par personne et par an. C'est ça. C'est une moyenne. Alors, quand je dis une tonne, mais il faut, par exemple, si on a un sac de pommes de terre, il faut éplucher. Donc, les épluchés font partie de la tonne. Mais aussi, la tonne, elle est fondamentale parce qu'après avoir mangé, on jette des rebuts. Et ces rebuts-là, si on ne les compte pas dans la production, il y aura famine. Donc, il nous faut une tonne par personne et par an. Et l'Afrique, nous sommes 1 milliard d'individus. Et nous produisons que 500 millions de tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déficit de 50%. C'est fondamental, il faut le savoir. Si aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour promouvoir l'éducation, pour promouvoir la science, la technologie, mais attention, il y a un secteur à promouvoir. D'abord, il faut manger. Il faut manger. Si on ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Les Sénégalais, je prends cet exemple, consacreront le plus clair de temps à la recherche de la nourriture. Un jour, j'ai fait titrer dans un journal que les Sénégalais consacraient 70% de leur temps à la recherche de la nourriture. Où est-ce qu'ils vont trouver le temps pour travailler? Voilà un problème. C'est parce que aussi, pourquoi les autorités du Sénégal, depuis 1960, ne mettent pas la culture en exergue? Mais c'est parce que simplement, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'agriculture. Ils ne savent pas le rôle que l'agriculture peut jouer. Ils ne peuvent pas définir l'agriculture. Laissez-moi vous définir l'agriculture en 2 mots. L'agriculture n'a pas été le premier système de production à nourrir l'homme. C'était la chasse et la cueillette. Alors pourquoi l'agriculture évolue? Qu'est-ce que c'est que la chasse et la cueillette? Ça veut dire que c'est toute la famille, tout le clan qui passait toute la journée à aller chercher la nourriture. Quand on a fini de manger, on dormait là-bas. On n'avait pas de maison parce qu'on n'en avait pas besoin. Parce qu'il fallait chercher la nourriture continuellement. C'était le travail le plus fondamental, l'occupation principale de l'homme. Chercher de la nourriture. Cueillir ou bien chasser. Alors, quand, pour la première fois, l'homme a cultivé le riz dans le grenier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est posé 2 questions. Que vais-je faire avec le surplus de temps que j'ai devant moi? Moi qui passais toute la journée à aller chercher de la nourriture. Première question. Deuxième question. Que vais-je faire avec le surplus de bras? Ma famille qui est là, qui ne fait rien. Et qui passait pourtant toute la journée à aller chercher la nourriture. Donc les 2 questions. Alors l'homme, je pense, il y a des centaines de millions d'années, a chanté. Parce qu'il a cultivé, il a mis dans le grenier. Et deuxièmement, l'homme a dansé. Et troisièmement, il a commencé, il peut être, à bâtir une civilisation. Voilà le rôle de l'agriculture. L'agriculture permet de sauver du temps et des plats pour faire autre chose. Si ce n'était pas l'agriculture, il n'y aurait eu point de civilisation. Parce que la nourriture, elle est vitale. Et cette vitalité, Dieu a demandé à l'homme de la produire.
Donc Dieu nous a dit produisez la nourriture et moi je vous donne l'eau. Parce que l'eau n'a jamais été produite par l'homme. Donc, le rôle de l'agriculture, c'est de sauver du temps, de libérer du temps, donc de préserver du temps pour faire autre chose. Alors, maintenant revenons au développement. Quand par exemple un président de la République vient décliner un programme, il dit je vais faire des autoroutes, je vais faire des dispensaires, etc. Mais ceci doit être décliné en 9 jours. Pour faire la piste d'Abu Dhabi, il a fallu 6 millions en jours. La piste, c'est une sorte d'immeuble de combien d'étages, je ne sais pas. Il a fallu 6 millions en jours. Donc si on décline aujourd'hui le programme de Macky Sall en 9 jours, on se rend compte que peut-être qu'on a besoin de 100 millions, hein, ou bien 200 millions en jour. Mais ces enjeux, est-ce qu'on va les trouver? Parce que les Sénégalais consacrent 70% de leur temps à la recherche de la nourriture. Donc voilà pourquoi il faut nourrir les Sénégalais d'abord. Et quand maintenant on aura nourri les Sénégalais, ils vont commencer à faire autre chose. Parce que maintenant on a les hommes jours nécessaires pour faire les ponts, pour faire des routes, pour faire les écoles, pour aller enseigner, etc. etc. Donc dans la vie d'une nation, les priorités sont séquentielles. Aujourd'hui, si le Sénégal au départ avait réglé la question de la nourriture, on aurait libéré les Sénégalais dans d'autres secteurs. Alors, il y a 2 ans, il y a 5 ans, le budget du Sénégal était égal à 40% pour l'éducation. Mais c'était une aberration. Parce qu'il faut remplir le ventre d'abord, la tête après, et ensuite la poche. Hein? Vous n'avez pas vu ça? Oui, donc, c'est une question de comme je le disais tout à l'heure, c'est un job de leadership. Il fallait le comprendre. Parce que si vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Donc il fallait mettre l'accent sur l'agriculture pendant 10 ans. Et maintenant, commencer à mettre l'accent sur l'éducation. Hein, et commencer à mettre l'accent sur la santé. Voilà pourquoi il a demandé aux Sénégalais de nourrir, d'éduquer, de soigner, pour libérer les énergies. Donc vous voyez l'importance de l'agriculture dans le schéma. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis, le Canada, ces grands pays aujourd'hui, ces grandes puissances économiques sont d'abord des puissances agricoles. Vous ne pouvez pas faire rentrer la nourriture au Canada, encore moins aux États-Unis. Vous pouvez faire rentrer les bombes, les avions, les drogues, etc. Mais la nourriture, vous ne pouvez pas les faire rentrer aux États-Unis, au Canada, en France ou ailleurs. Parce que c'est quelque chose de réglé. Je vais vous raconter une anecdote, une vraie anecdote. Une grande puissance, par plusieurs, je n'ai pas la nommer, mais vous allez deviner. Dans les années 80, avait besoin de 20 millions de tonnes de blé. Ils sont venus aux États-Unis, leur demander ces 20 millions de tonnes de blé. Voilà, la puissance qui demandait était tellement excitée parce que pour cette puissance, ils donnaient, cette puissance nucléaire, ils donnaient un marché aux Américains et que les Américains devaient en être très satisfaits. Les Américains se sont dit, mais ça c'est l'occasion jamais, parce qu'ils ont échappé à tous nos pièges. Aujourd'hui, ils viennent demander 20 millions de tonnes de blé. Ils ont demandé donc à cette nation de retourner. Il faut leur donner la réponse. 2 jours après, ils disent, oui, nous sommes prêts à vous donner ces 20 millions de tonnes de blé, mais à une condition. Alors, cette nation dit, mais en plus, vous osez nous imposer des conditions. Nous, on vous donne un marché. Il dit, non, 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 c'est à une condition. On ne vous donnera pas un seul kilo de blé si vous ne sortez pas de l'Afghanistan. Vous voyez? Un seul kilo de blé pour une puissance qui avait plus de 2000, 3000, 4000, 5000 têtes nucléaires. Alors, il dit non, on ne va pas vous donner un seul kilo de blé si vous ne sortez pas de l'Afghanistan. Et en moins de 6 semaines, cette grande puissance est sortie de l'Afghanistan. Pour un seul kilo de blé. Et c'est en ce moment qu'on a dit cette fameuse phrase que l'arme nucléaire est certes dissuasive, mais l'arme alimentaire est plus redoutable parce qu'elle est persuasive. Vous voyez, donc aujourd'hui,
l'armement alimentaire est en train de se développer partout. Parce que l'arme alimentaire, il est plus redoutable. C'est la logique même de l'accaparement des terres en Afrique. Tout le monde veut venir produire en Afrique. Parce que le premier signal a été donné en 2008 qu'il était possible que nous, notre civilisation, notre ère, qu'on puisse effectivement faire face à la famine. Oui. Hein, que les réserves n'étaient pas si importantes. Aussi, que certains pays comme l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas producteurs, peuvent aussi rencontrer des problèmes. Quand la Chine ne sera plus capable d'exporter son surplus, quand l'Inde ne sera plus capable d'exporter son surplus, mais un autre problème fondamental vient malheureusement frapper notre monde. C'est qu'il y a une bombe démographique. En l'an 2050, dans 50 ans, la population mondiale, disent-ils, va tenir autour de 9 à 10 milliards. Mais non, nous avons fait les calculs. J'ai dirigé le département de prospective d'une structure de l'organisation pendant 21 ans. Donc notre job, c'est de le calculer, de regarder l'avenir. Dans 50 ans, le monde peut effectivement doubler. Et lorsque, par exemple, le monde double, ce qu'il faut doubler, ce n'est pas les voitures et les téléphones portables. Ce qu'il faut doubler, c'est la nourriture d'abord. Vous voyez? Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les 7 milliards de tonnes que vous voyez ici, que l'humanité fait aujourd'hui, l'humanité a mis 5000 ans de constant progrès pour y arriver. 5000 ans de constant progrès pour y arriver. Et là, on nous demande d'y acheter un autre 7 milliards de tonnes en 50 ans seulement. C'est ça l'enjeu. Ce qu'on a pu faire en 5000 ans, on nous demande de le faire tout de suite maintenant, dans 50 ans. Et la science, aussi puissante qu'elle soit, la biotechnologie, elles ne pourront pas faire cela, à moins d'une révolution conceptuelle. Qu'on change de paradigme, qu'on change beaucoup de choses pour y arriver. Donc, voilà les enjeux. Le monde va doubler certainement dans 50 ans, mais l'Afrique, elle va doubler dans 25 ans. Ce qui pose encore un autre problème. Allez-y. Donc, il y a urgence. Maintenant, comment résoudre ce problème? Nous allons passer par la géophysique, par l'Afrique, par la connaissance de l'Afrique, pour pouvoir trouver la solution. Allez-y. Allez-y. Donc, nous allons poser la question, pas aux érudits, pas aux religieux, mais à l'Afrique, continent africain. Et donc, notre équipe s'est mise à travailler pendant plus de 20 ans, 25 ans, à ne travailler que sur l'Afrique, de regarder l'Afrique, de la peser, de la retourner, de la tordre, de la plier, pour sortir enfin ce que l'Afrique a toujours caché. Allez-y. Ça c'est, non, retenez. Ça c'est la plongée, disent-ils. Il y a plusieurs écoles qui disent que le monde est un seul bloc, etc., etc. Ensuite, les continents sont déplacés, donc on nous la dérive des continents. Certainement, vous êtes au courant de cela. Parce que cette présentation, une partie, Cheikh Dali m'avait demandé donc, de faire, quand j'ai encore une conférence, c'était en 2007, mais je l'ai fait en Wolof, devant des milliers de personnes. Et il fallait voir. Et ils sont sortis, ils me disent, nous on a compris, donc vous allez comprendre naturellement. Alors donc, allez-y, la plongée s'est élargie. Donc chacun dit que l'Afrique est en train de monter, l'Amérique latine est en train d'aller dans ce sens-là, etc. Mais ce qui est troublant, c'est qu'il y a plusieurs écoles, une vingtaine d'écoles, au Japon, en France, aux États-Unis, etc., dans le domaine de la géophysique. Chacun maintenant a un scénario. On dit que le bloc était ainsi. Celui-là, il est passé par là, etc. Et nous, on s'est dit, s'il y a au moins 10 scénarios différents sur la trajectoire possible des continents, donc il y a quelque chose de troublant. Parce qu'il n'y a qu'un seul scénario. Donc si aujourd'hui il y a 10 scénarios différents, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est parce qu'il y a un code. Parce que les planètes, les continents ne se déplacent pas de manière hasardeuse. Donc il doit y avoir bien sûr des règles du jeu. Et quelles sont les règles du jeu? Voilà la question de poser. Allez.
allez-y, pour arriver à cette situation actuelle. Mais l'histoire. Quand j'étais en 6e au lycée, un professeur d'histoire et géographie me convoque. Il me pose une question, je ne connaissais pas ma leçon. Il me colle 8 heures, un dimanche. Mais il me demande quoi? De recopier 30 fois cette carte-là. 30 fois cette carte-là, avec la précision qu'il fallait. Et le jour où je faisais les lois de la Terre, quand j'ai posé cette carte-là, je me suis dit, mais tiens, c'est là, ça c'est ma carte. Donc 40 ans après, je pouvais dire que ma carte est là. Donc il n'y a jamais de hasard. Le destin vous suivra partout où vous serez. Donc, on s'est dit, on n'a qu'à travailler sur l'Afrique. Voilà l'Afrique, 3 cartes d'Afrique. Allez-y. Alors, on s'est rendu compte que l'Afrique se situe entre les parallèles 40 nord et les parallèles 40 sud. Exactement. Vous voyez l'étude de l'Afrique maintenant. Attendez. Sur les parallèles 40 nord et 40 sud, on peut produire toutes les plantes du monde. C'est là seulement où on peut produire toutes les plantes du monde. Souvent on dit, mais nous Sénégalais là, on ne produit pas les pommes. Non, non, ce n'est pas à nous de produire les pommes. Les pommes sont produites par les Marocains et les Sud-Africains. Nous allons faire les mangues, etc. Donc sur cet espace-là, vous pouvez produire toutes les plantes du monde. Mais si c'est 40 nord et 40 sud, scientifiquement ça veut dire que l'équateur divise l'Afrique en 2 parties, en 2 hémisphères exactement égaux. Ça c'est une découverte fondamentale. Simple, n'est-ce pas? Donc le monde est divisé exactement par l'équateur en 2 parties exactement égaux, et l'Afrique est divisée exactement en 2 parties exactement égaux. Ça c'est une première découverte. Mais on s'est dit, attention, si maintenant l'équateur nous divise en 2 parties exactement égaux, il va sans dire que l'équateur va avoir un impact sur la symétrie du continent. Logiquement, alors, allez-y, retournons à l'Afrique, à 180 degrés. Voilà. Et avancer l'Afrique, elle va coller. Elle va coller. Et pourtant, et pourtant, c'était là depuis le début. Les Newton, les Kepler, les Tycho Brahe, ils ont vu tout cela. Ils ne l'ont pas vu. Non, ils ne l'avaient pas vu. Ils ont vu la carte qui est au milieu. Ils ne l'avaient pas vu. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons travailler sur le continent sur les 300 millions d'années passées. Cheikh Anta a travaillé sur les 10 000 ans passés. Et nous allons travailler sur les 300 millions. Pour pouvoir, effectivement, corroborer la thèse de Cheikh Anta, il faudrait que nous, on aille plus loin. Il faut qu'on aille à 300 millions d'années. Après, je vais revenir sur l'histoire de Cheikh Anta. Maintenant, si c'est vrai à gauche, ça doit être vrai à droite. Allez-y. Maintenant, avancez. Et voilà ce que vous avez. Mais cette découverte, elle a une implication majeure. Ça va bouleverser toutes les lois. Oui. Parce que je ne juge pas Newton, je ne juge pas tout, etc. Mais c'est ça qui va bouleverser les lois. N'oubliez pas que Galilée, quand elle dit que la Terre était ronde et qu'elle tournait, quand elle avait dit que la Terre était ronde et qu'elle tournait, l'Église n'a pas accepté. Ils ont demandé à Galilée d'abjurer. Ils l'ont condamné à mort. Ce qu'on appelait l'Inquisition. Voilà. C'est ce qu'on appelait l'Inquisition. Et nous, les découvertes qui vont venir après, pour pouvoir les contenir, moi j'avais demandé à aller à Padova. C'était en 1992. Voir là où enseignait Galilée. Parce que ce que j'allais dire, c'était encore beaucoup plus difficile à absorber que ce que Galilée avait dit il y a aux environs de 1625. Parce que j'allais dire que la Terre tournait à une seule condition, à condition que la mer du Nord, l'Atlantique, ici, à condition que cette mer-là, et cette mer-là, ici, et ces mers-là,
ce continent. Donc, à condition que la mer qui est au nord et la mer qui est au sud ne se mélangent pas. Vous voyez, vous allez en pleine mer, on vous dit que ces deux mers-là ne doivent pas se mélanger. Et pourtant, elles ne se mélangent pas. Et pourtant, elles ne se mélangent pas. Parce que si elles se mélangeaient, la Terre allait, avec sa vitesse, allait sortir de son orbite, hein, et maintenant nous allons tomber dans l'abîme. Pourquoi? Parce que vous voyez, la Terre, elle tourne. Mais elle tourne à 32 km/s. Ça veut dire quoi? 100 000 km à l'heure. Pendant que nous sommes là, assis dans la salle. Effectivement, le clergé, à l'époque, avait dit à Galilée, mais Galilée, quand même, la Terre tourne. Et maintenant, l'Est n'a pas changé. La Terre tourne à une vitesse grand V. Et pourtant, ce verre-là ne n'a pas bougé. Mais Galilée, raconte-moi autre chose. Absurde. Ce que tu es en train de dire là, hein, c'est pas cela. Hein? Ce n'est ni religieux, encore moins scientifique. Alors, Galilée a été réhabilité en 1992 par le pape Jean Paul II. Parce que tout le monde sait maintenant que Galilée avait raison sur l'Église. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est le plus grand scientifique de tous les temps. Parce qu'avec sa vérité, il a accepté d'en mourir. C'est pourquoi nous devons lui rendre hommage, mais en allant plus loin que Galilée. La Terre tourne à condition que les deux mers ne se touchent pas. Un jour, un chercheur est venu me dire, mais Moussa, ces deux mers-là ne se touchent pas. Mais il se pourrait qu'il y ait des vagues du sud pour aller vers le nord et vice-versa. Alors je lui ai dit, oui, la question est pertinente, mais donnez-nous quelques temps. Et nous sommes repartis trouver la solution chez Newton. Car Newton avait dit, pourquoi la pomme tombe et que la lune ne tombe pas? Vous voyez, dans les livres de physique, on vous dit que la tombe, elle parle de la pomme. Mais non, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que Newton avait dit, pourquoi la pomme tombe et que la lune ne tombe pas? Vous voyez, donc il faudrait qu'on puisse aller dans les subtilités de la science. Il faut qu'on puisse aller plus loin que ce que pensait Newton. Mais oui, Newton dit que quand une planète est en face d'une autre, il y a une attraction. Alors que la Terre est faite de mer et de terre, effectivement, la Terre est rigide, mais la mer est constituée d'eau. Donc il y a une attraction. Quand il y a attraction, il y a les marées hautes. Extraordinaire. Il y a les marées hautes. Donc Newton nous expliquait pourquoi, comment les marées sont amenées. Mais il ne nous expliquait pas pourquoi les marées sont amenées. C'est pour la première fois qu'on se disait effectivement que les marées, effectivement, jugulaient, stabilisaient, équilibraient l'eau au niveau de l'équateur, pour qu'il n'y ait pas un excédent. Parce que s'il y a une seule goutte d'eau d'excédent, effectivement, il peut se passer quelque chose. Parce qu'une terre qui roule à 100 000 heures, il ne faudrait pas qu'elle soit déséquilibrée, ne serait-ce que par 0,01%. Oui, donc, pour la première fois dans l'histoire de la science, on expliquait pourquoi les marées. Allez-y. Voilà les lois de la Terre. Voilà ma carte. Allez-y. L'équateur la divise. Allez-y. Donc là, nous avons l'Afrique en vert clair. La superficie de l'Afrique en vert clair, c'est 66,66% du continent africain. Donc la superficie de l'Afrique, du monde qui est au nord de l'équateur, c'est exactement 66,66% du monde. Vous voyez? Deuxièmement, allez-y, la partie bleue claire de l'Afrique, en dessous de l'équateur, c'est 33,33% de l'Afrique, y compris Madagascar. Mais dans la partie sud, vous voyez en bleu, c'est 33,33% du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique est le modèle du monde. C'est le modèle du monde.
faut le comprendre. Hein? C'est des calculs. Hein? Après, je vais vous donner les données, vous allez voir. Ensuite, vous voyez, au nord de l'Afrique, au nord du monde, nous avons 20% de terre et 30% de mer. Au sud, vous avez 10% de terre et 34% de mer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 20 plus 30, c'est 40 plus 10. Vous devez trouver le bon équilibre. Parce que dans la science, la géographie, on vous dit que la mer occupe 70% de la planète. Et les terres, c'est 30%, n'est-ce pas? Mais ici, on n'est pas faux. Regardez la mer, c'est 30 plus 40, 70. La terre, 20 plus 10, ça fait 30. Mais c'est de l'équilibre qui n'était pas bon. Il faut les 50-50. Et quand vous avez 50% là-bas et 50% au sud, ça veut dire que aucune mer ne doit traverser l'équateur pour créer 51%. Et aucune planète, aucun continent ne doit traverser l'équateur pour créer un 51%. Donc les 50-50 doivent être maintenus ad vitam aeternam. Vous voyez, c'était l'une des premières grandes découvertes. Allez-y. Voilà les données. Hein? Vous allez dans Google, vous allez dans Wikipédia, vous allez partout, vous allez trouver ces données-là existent. Et pourtant, aucun scientifique, par ailleurs, n'a élaboré cette thèse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas africains. Mais on n'a pas terminé. Si vous multipliez par 4, si vous multipliez, la partie sud de l'Afrique par 2, la superficie par 2, l'Afrique, vous obtenez exactement la partie nord de l'Afrique. Exactement. Exactement. Maintenant, si vous multipliez la partie nord de l'Afrique par 4 seulement, vous allez obtenir la partie nord du monde. C'est extraordinaire, hein? Si vous multipliez la partie sud de l'Afrique par 4, vous obtenez la partie sud de l'Amérique latine, l'Indonésie, l'Australie et l'Antarctique. Exactement. Donc, l'Afrique est un continent spécial. Même spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous beaucoup de choses. C'est exactement la même façon dont se multiplient les végétaux, les plantes et les animaux. Exactement la même chose. Donc, on peut aujourd'hui avancer quelque chose de fondamental. Il y a bel et bien une génétique du minéral. Ça veut dire que les pierres se multiplient, les montagnes se multiplient, l'eau se multiplie, donc tous les minéraux du monde se multiplient comme exactement les plantes et comme exactement les animaux. C'est extraordinaire. Ça, c'est une avancée. Voilà les lois. Allez-y. Donc, le fait que l'équateur divise la Terre en 2 parties égales est une loi. Oui, est une loi. Allez-y. Et qu'il y a 50-50. Allez-y. Hein? Aujourd'hui, nous avons collé l'Amérique latine, comme l'ingénieur l'avait fait en 1911, c'est allemand qui a fait la première expérience de coller et de les séparer et d'élaborer la théorie de la dérive des continents. Allez-y. Aujourd'hui, nous donnons exactement cette loi des 50-50, que l'Amérique latine était collée à l'Afrique, c'est vrai, mais c'est incliné, mais en compensant. Donc le sud, la partie sud qui va descendre est compensée par la partie nord. Et pour le vérifier, nous avons calculé la superficie qui déborde et la superficie qui déborde réside. Au départ, elles sont exactement égales. Ça, c'est une des plus grandes découvertes. En 2005, quand on l'a sorti, on est parti en Autriche, à La Hire, donc voir quelques-uns de mes disciples. Jusqu'à 3 heures du matin, mes disciples me disaient il faut publier. J'ai dit non, il ne faut pas encore publier. Et ce n'est pas encore publié. Vous avez la primeur. Ouais. Alors ici, on montre effectivement que les 50-50 se respectent.
Parce que s'il y a un continent qui dépasse l'équateur, effectivement, il va créer un déséquilibre 51 et 49. Et ce 51-49, une Terre qui tourne à 100 000 km/h, il ne peut pas le contenir. Allez-y. Maintenant, vous voyez, la quatrième loi. Quand par exemple un continent est accroché par l'équateur, quand je dis accroché par l'équateur, ce que je veux dire c'est ça. Vous avez cette partie qui est là, au nord, et cette partie au sud. Il est accroché par l'équateur. Celui-là, il y a du nord et du sud, il est accroché par l'équateur. Celui-là n'est pas accroché par l'équateur parce qu'il est complètement au nord. Alors, quand par exemple, deux continents, un continent est accroché par l'équateur, il ne peut aller qu'à l'est ou bien à l'ouest. Dans son mouvement. Vous voyez les lois, c'est des règles. Donc là, voilà pourquoi l'Amérique latine est en train d'aller à l'ouest et que maintenant l'Indonésie est en train d'aller à l'est. Mais, allez-y. Maintenant, quand un continent est décroché de l'équateur, parce qu'en bougeant, il peut se casser, il va aller au nord quand il était au nord, ou bien au sud quand il était au sud. Voilà pourquoi l'Australie est en train d'aller au sud. Contrairement à ce que des grandes écoles aujourd'hui scientifiques pensent que l'Australie est en train d'aller au nord. Pourquoi ils pensent que l'Australie est en train d'aller au nord? C'est parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Ce que Newton avait fait sur les lois de la gravitation universelle, parce que les unions sont compliquées. Regardez, ils vont aller donner les règles du jeu du cosmos. Mais les règles du jeu de la Terre, non. Vous voyez? Donc, vous voyez les continents qui sont en train d'aller au nord. Et les continents qui sont en train d'aller au sud à partir de l'équateur. Voilà comment on définit scientifiquement l'équateur. Qui deviendra une ligne invisible, infranchissable par les mers et par les terres. Ce n'est plus maintenant une ligne imaginaire qui sépare le nord et le sud. C'est une ligne infranchissable par les mers et par les continents. Vous voyez? Et à partir desquels les continents bougent vers le nord ou bien vers le sud. Donc c'est une ligne de séparation entre le nord et le sud. Donc voilà la véritable définition scientifique. Retourne maintenant. Rien. Alors maintenant, Alors maintenant, quand les continents sont accrochés, par l'équateur, ils doivent aller à l'est ou bien à l'ouest. Mais à partir de quelle ligne? C'est à partir du méridien central. Voilà pour la première fois on découvre le méridien central. Parce que le méridien central n'est pas le méridien de Greenwich. Ou par exemple le zéro. C'est le méridien qui passe par Greenwich. Il va rencontrer l'équateur au niveau du golfe du Guinée, dans n'importe quel endroit. Non, c'est pas logique. Parce que aussi, tous les méridiens ont la même longueur, donc n'importe quel méridien peut effectivement servir de méridien horaire. N'est-ce pas? Alors, maintenant, où est le véritable méridien? Le véritable méridien, c'est la zone où les continents qui sont approchés vont aller à l'est ou bien à l'ouest. Donc c'est la zone de séparation est-ouest. Eh oui. Un jour, je reviens sur ma carte. Je me suis dit, mais quelle était la question qui m'a été posée pour m'envoyer 8 heures de temps à faire ces 30 copies de la guerre. Alors, comme je faisais la conférence à l'Université Gaston-Berger, ils ont fait des affiches partout. Ils avaient mis la pyramide de Gizeh et ensuite le Sphinx. Vous voyez, le Sphinx, il est en face de Gizeh. Ils avaient mis ma photo donc, sur le sommet de la pyramide, le professeur Mahmoud Seygaï, donc qui était à droite, et le professeur Baïdalakan, qui était à gauche, celui qui devait présider la conférence. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça y est, je vois maintenant cette question qui m'a été posée sur ce Sphinx-là. La question m'a été posée sur le Sphinx, et je ne savais pas. Et aujourd'hui, le Sphinx nous vient. Parce que ce méridien central dont on voit une chose, il passe exactement sur la tête du Sphinx. Vous voyez, il passe exactement, le méridien passe exactement sur la tête du Sphinx. Il va rencontrer l'équateur, au niveau du lac Victoria. Là où on pense que c'est les plus vieilles ossements humains ont été découverts. Lucie. Vous voyez, mais ce qui est intéressant, c'est que les Égyptiens l'avaient trouvé. Nos ancêtres égyptiens l'avaient trouvé. Oui.
il a donné la quintessence scientifique. Et aujourd'hui, c'est notre arrière petit-fils qui nous dit voilà pourquoi effectivement l'Est passe par là. Donc la tête du sphinx fait face à l'Est et derrière, il fait face à l'Ouest. Voilà comment l'Est est séparé de l'Ouest. Allez-y. Maintenant, allez-y. La symétrie de la fille. Contrôlez. Voilà, avancez. Vous voyez ça comme? Mais descendez-le à 11 degrés. Hein? Prenez-le encore, retournez à 11 degrés. Voilà. Vous voyez la forêt, hein? Comment elle colle? Voilà le climat, comment elle colle. Quand on retourne, ça dit pratiquement par là. Hein? Voilà ce qu'on obtient. Allez-y. Allez-y. Oui. Vous voyez, ça colle. Allez-y. Hein? Allez-y. Hein? Donc vous voyez, donc si on regarde le détail, allez-y, descendez. Voilà. Donc je vais vous aider parce que je dois intervenir. Alors, ici donc nous avons une similitude. Je l'ai montré un soir au président Cheikh Tidiane Gadio. Il a regardé, il me dit mais Moussa, c'est une carte à 2 dimensions. Je lui dis bien sûr. Il dit mais qu'est-ce que ça donnerait si par exemple on la mettait en 3 dimensions? Alors je dis le président, là tu me crées des problèmes parce que c'est difficile, c'est pas facile du tout. Parce que les cartes que nous avons ne sont pas de vraies cartes. La plupart des cartes sont fausses. C'est-à-dire en termes de dimension et en termes d'échelle. Parce que les cartes montrent ce qu'elles veulent montrer. Cependant, effectivement, il y a des cartes purement scientifiques. Alors, ce que nous avons fait, c'est ceci. Donc, on est allé mesurer la carte de l'Afrique à 10 miles, photographiée. Et on a pris toutes ces photos, on les a réunies, et chacun des points ont été projetés sur le centre de la Terre. Donc on avait une carte exacte et en 3 dimensions. Donc ce qu'il avait demandé, on l'avait fait. Maintenant, on la coupe, on la retourne à 180 degrés, on l'avance, et elle colle exactement. Mais elle va rouler sur elle-même. Regardez. 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 Regardez-moi ça. Hein? Regardez. Regardez. Voilà. Et qui aurait pu dire, qui aurait pu dire aujourd'hui, regardez. Regardez comment elle colle. Regardez. Qui aurait pu dire aujourd'hui que la partie sud de l'Afrique collait et roulait exactement sur la partie nord de l'Afrique. Donc si aujourd'hui on prend la tête d'un bonhomme, on calcule la position de son oreille par rapport à son nez, on peut placer exactement l'autre oreille. Voilà exactement ce qui définit la génétique du minéral. Donc nous allons retourner à notre cher. Voilà. Bientôt nous allons terminer. Parce que cette présentation, nous l'avons coupée en 2 parties. Voilà. Donc vous voyez. Voilà le schéma de la division cellulaire. Chez les humains, chez les animaux et chez les végétaux. Nous avons un noyau. Et maintenant, ce noyau va suivre des fuseaux horaires à droite. Ils vont migrer à gauche et à droite. Et voilà le schéma 4. Hein. Vous avez donc les chromosomes qui migrent au nord et au sud, exactement comme la planète Terre. Hein. Et maintenant, comment ces chromosomes seront séparés par une ligne? Et cette ligne, les scientifiques l'ont appelée plateau équatorial. Mais sans savoir effectivement ce qui est vrai pour les animaux. Et les plantes sont aussi vraies pour les minéraux. Ça veut dire pour la planète. Ils l'ont appelé plateau équatorial. Mais aujourd'hui, on nous dit exactement ce que c'est véritablement ce plateau équatorial. Voilà. Ici, vous voyez le noyau.
il va donner 2 filles. Et ces 2 filles, comme la Terre, donc l'Afrique, la partie sud va être multipliée par 2 pour donner la partie nord. Et maintenant, chacune de ces filles va donner 4 cellules filles, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc, c'est que notre planète, la partie nord a été multipliée par 4 pour donner les continents au nord, et la partie sud a été multipliée par 4 pour donner les continents au sud. Donc, cela montre exactement que la génétique du minéral est aussi valable que la génétique des plantes, est aussi valable que la génétique des animaux. Et pour la première fois dans l'histoire, on définit la génétique du minéral. Ça veut dire quoi? La génétique, c'est quoi? C'est la ressemblance et la différence. Nous ressemblons à nos descendants, mais nous sommes aussi différents des autres. Donc, les chèvres, toutes les chèvres du monde se ressemblent. Les chèvres du Canada, les chèvres d'Afrique, et les chèvres de la Chine. Mais toutes les chèvres du monde sont différentes des vaches du monde. C'est la raison pour laquelle tous les ors du monde, l'or du monde, du Sénégal, du Japon, se ressemblent. Mais l'or du monde aussi est tout à fait différent du diamant du monde. Le diamant du Sénégal est différent de l'or du Sénégal, mais ressemble au diamant de la Chine. Donc si aujourd'hui nous sommes capables d'améliorer les vaches pour beaucoup plus de lait, d'améliorer les organes pour que soient beaucoup plus sucrés, peut-être que demain on sera capable d'améliorer la valeur de l'or et du diamant. Donc voilà l'importance de cette découverte. Alors, si nous savons, on va terminer bien sûr, si nous savons aujourd'hui que l'Afrique est divisée en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, de l'Est et du Sud, mais cette Afrique-là nous avait été dictée par les colonisateurs. Est-ce que cette Afrique-là peut se développer? Est-ce que cette Afrique-là peut aller en synergie? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ça n'est pas fait depuis plus de 50 ans. Mais maintenant, on va poser à l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique vous, notre mère, vous suggère? Regardez. Donc la symétrie va nous donner du climat méditerranéen au nord et du climat méditerranéen au sud. Ensuite, le Sahara et le désert du Kalahari. Nous avons la zone tropicale nord humide et la zone tropicale sud humide. Ensuite, nous avons... Voilà. Et tout cela se fait autour de l'équateur. Maintenant, si nous avons cette Afrique-là, qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que ça veut dire? La partie bleue, c'est la zone méditerranéenne. Aujourd'hui, en hiver, ils vont produire des oranges. La partie bleue au sud, c'est la zone méditerranéenne sud, c'est l'été. Quand c'est l'hiver là, c'est l'été au sud. Donc l'été, on va faire les raisins. Et vice-versa. Pour ce qui concerne la partie jaune, aujourd'hui, on n'est pas en train de faire au nord les mangues, c'est peut-être dans un mois. Mais dans le sud, en jaune, ils sont en train de faire les mangues. Donc il y a une complémentarité, il y a une lecture à faire. Donc voilà que l'Afrique maintenant saura faire de l'agriculture pendant toute l'année, en cultivant toutes les plantes du monde. Voilà, allez-y. Donc voilà que les pays bleus, les pays rouges, les pays jaunes, les pays verts vont se concerter pour dire que vous faites ça, moi je ferai ça. Parce que c'est 6 mois. Donc voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique est le seul continent au monde, unique continent au monde, capable de produire toutes les plantes du monde et 2 fois dans l'année, en synergie. Alors pourquoi avons-nous faim? Nous avons faim parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc aujourd'hui, allez-y. Voilà, vous comprenez maintenant que l'arme nucléaire est certes dissuasive, mais l'arme nucléaire alimentaire est plus redoutable parce qu'elle est persuasive. Parce qu'elle vous persuade, elle vous force. Maintenant, nous allons presque terminer. Nous allons partir de 500 millions de tonnes, half million, donc 2 milliards, à 3 milliards de tonnes. Maintenant, l'Afrique, à l'écoute des franches, on sait ce qu'on fait, on connaît la technologie, on voit la stratégie. On peut partir de 500 millions de tonnes à 3 milliards de tonnes dans moins de 25 ans. Allez-y. Donc, nous
Nous avons 500 millions de tonnes ici, avancées. Allez-y. Nous avons 200 millions d'hectares qui sont produits aujourd'hui. Pourquoi a-t-on besoin? Nous avons besoin de convertir les 100 millions d'hectares de l'agriculture pluviale en agriculture pluviale moderne. C'est facile à faire. Ensuite, nous allons ajouter 100 millions d'hectares d'agriculture pluviale moderne. Ensuite, nous allons ajouter 100 millions d'hectares irrigués, qui trouvent maintenant les 100 millions d'hectares pluviales traditionnels. Nous avons 400 millions d'hectares. C'est ça qu'il faut faire. Ensuite, allez-y. Ceci va nous donner 2 millions de tonnes, 2 milliards de tonnes d'ici 2025, soit 3 milliards de tonnes après 2025. Vous voyez, hein? Allez-y, on va montrer comment on le fait. Voilà. Alors, en 2004, voilà ce qu'on produisait, 500 millions de tonnes, 200 millions d'hectares. Alors, nous allons avancer pour avoir 600 millions d'hectares. Et voilà maintenant les céréales, on va avoir 450 millions de tonnes. Les racines et tubercules, 750 millions de tonnes. Mais ce qu'il y a à apporter, c'est les fruits et légumes. Nous sommes à 900 millions de tonnes. Les fruits, 400 millions de tonnes, etc. C'est ça qui va nous donner les 3 milliards de tonnes pour nourrir l'Afrique, pour libérer l'Afrique, en tout cas du joug alimentaire. Allez-y. Donc voilà l'Afrique, un grand continent, hein, où on peut y mettre tous ces pays-là. Ce tableau-là, il est mieux commenté par le président Gadji. Il le fait de manière extraordinaire. Quand il le commente, hein, je suis là, bouche bée. Mais on n'a pas mis seulement les pays africains, ces pays-là dans le continent. C'est pour montrer que l'Afrique est un continent géant. Allez-y, pourquoi on a fait ça? On l'a fait parce que tous ces pays-là, on a calculé la population. C'est 4 milliards d'individus. Tous ces pays réunis, Chine, etc., c'est 4 milliards d'individus. Alors que l'Afrique, c'est 1 milliard d'individus. Alors ils ont toujours dit que l'Afrique est un continent surpeuplé. Effectivement, l'Afrique n'est pas un continent surpeuplé. C'est un continent à peupler. Oui, 4 milliards, 1 milliard. Je n'ai pas terminé. Regardez, ces pays-là, tous ces pays font un PIB de 52 000 milliards de dollars. Et l'Afrique fait à peu près 2200 milliards de dollars. Voilà la différence qu'il y a. Voilà le potentiel immédiat de l'Afrique. Quand on dit que l'Afrique, ce n'est pas possible, etc., ils oublient que le développement du monde actuel date de moins de 40 ans. N'oubliez pas qu'en 1960, on avait des petits avions qui volaient comme ça, hein, et qui tombaient vite. Ils volent et ils tombent. Hein. Ça, c'était en 1960. C'était pendant la guerre. N'oubliez pas que Caravelle, c'était avant 1970. Ces gros porteurs-là, c'est récent. Vous voyez, n'oubliez pas que moi, quand j'étais étudiant à l'université de Minnesota, un jour, j'avais un grand projet. Je voulais acheter une voiture à 400 $. Mais c'était une vieille voiture. Et aujourd'hui, quand ils sont venus me chercher, ils étaient dans des belles voitures. Je me dis, ça c'est le développement, ça c'est le progrès. Et ce progrès-là est arrivé il y a moins de 30 ans seulement. Les carreaux que vous voyez ici, ça y est, ici au Canada, en Italie, ils ne vont pas changer les carreaux. Mais et pourtant, on a découvert de nouveaux, plus modernes, plus jolis. Où est-ce qu'on va les mettre? C'est là où on n'a pas encore commencé à construire. C'est en Afrique. Je vais terminer ici. Moi, je vais terminer ici. Comme ça, on a arrêté. Alors là, c'est la carte du monde. Toujours ma carte. Demain, l'humanité va faire face à deux enjeux. N'oubliez pas que notre job, c'est vrai, on dit de nous, les agronomes et tout ça, mais nous sommes beaucoup plus spécialisés dans le domaine de la prospective, c'est-à-dire l'avenir. C'est pourquoi à l'IPS, nous sommes situés au 3e étage, cher et au 2e. À l'IPS, on a situé nos bureaux dans le futur, c'est-à-dire à 10 ans de marche d'ici, afin qu'on puisse modifier la trajectoire, les équilibres, en tout cas, ou bien nos projections. Parce qu'il faut aller dans le futur pour pouvoir modifier
hein, effectivement ce qui va se passer 10 ans après. Alors regardez, mettons un point au Sénégal. Mettons un point en France. C'est eux qui nous ont colonisés. Mettez-moi une ligne. Maintenant, on a tendance à comprendre que le marché du Sénégal, c'est toujours en France. Tout ce qu'on fait, c'est en France. Donc, chacun, les musulmans, quand ils se tournent vers la Kaaba, nous, quand on pense, quand on réfléchit, on se tourne vers la France. Alors que notre marché, véritablement, voilà notre marché. À 5 heures de vol, c'est tout cela qu'on obtient. À 5 heures de vol. Donc le Brésil est un marché beaucoup plus proche que le Sénégal, que par exemple la France. Hein? Allez-y, à New York, voilà, à 8 heures de vol, 7h40 de vol. Voilà notre marché à 7h40, à 8 heures de vol. Allez-y. Hein? Voilà, à 8 heures de vol. Vous voyez, à 8 heures de vol, nous avons le monde utile. Pourquoi on fait ce schéma? Pourquoi on fait cette démonstration? Donnez-moi 10 heures de vol. C'est que demain, on va faire face à 2 problèmes énergétiques. L'énergie pour tourner les moteurs, et l'énergie pour faire marcher les hommes. L'alimentation. C'est ça. On a fait les calculs les plus sophistiqués possibles. L'alimentation, la nourriture va remplacer les talons or. Parce que tout le monde devra pouvoir avoir cette denrée-là. Alors, si vous êtes au centre, le centre vous dit beaucoup de choses pour l'énergie. Parce que les Chinois, les dragons, on les a développés. Pourquoi? Parce que l'industrie européenne et l'industrie américaine a délocalisé les dragons. Pourquoi? Parce que simplement, eux, ils avaient la main-d'œuvre, bon marché et qualifiée. Mais demain, ce ne sera pas le cas. Parce que main-d'œuvre, bon marché et qualifiée, il y en aura partout. L'enjeu fondamental sera l'énergie. Parce que quand vous transportez aujourd'hui un produit, la valeur du transport coûte souvent plus cher que ce qui a fait le produit. Et que le transport utilise 75% de l'énergie que le monde produit. C'est pour transporter les biens et les services. N'est-ce pas? Alors, demain, quand le baril du pétrole sera multiplié par 2, ça va être catastrophique. Donc, ils ne vont pas aller produire vers la Chine, ils vont produire vers le centre. Pourquoi? Parce que si vous mettez maintenant tous les points, vous partez du centre aux périphéries, et maintenant à partir de n'importe quel point du cercle, vous donnez les trajectoires. La trajectoire du centre veut simplement dire que toutes les distances sont divisées par 2. Si vous parcourez l'ensemble du cercle, on a fait un modèle mathématique pour ça. Quand vous produisez au centre, vous divisez par 2 l'ensemble des distances. Et quand vous divisez par 2 l'ensemble des distances, qu'est-ce qui va se passer? Vous divisez aussi par 2 la consommation du carburant. Et maintenant, quand vous divisez la consommation du carburant par 2, et nous, en ce moment, on a dit aux Africains, restez tranquilles, ne bougez pas. Ou tard, ils reviendront au centre. C'est exactement la même chose pour la nourriture. Donc allez-y pour faire la guerre, pour faire le dernier diapo. C'est pourquoi on dit que l'Afrique possède une richesse que seul son humain peut exploiter. Et moi, infiniment on va laisser maintenant la place. Ben, en tout cas, je pense que je le sens déjà dans la salle, là, il y a beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt, mais on va quand même se fixer des règles